commerciale, financière. Je pense notamment à cette grille de lecture du capitalisme de surveillance de Shoshana Zuboff, qu'elle a popularisé en 2014, qui consiste à mettre en lumière le modèle d'affaires de Google, basé sur, grosso modo, l'enregistrement systématique de toutes les données personnelles des individus et de leurs interactions, qui sont analysées pour ensuite être capable de vendre à des annonceurs en ligne une prédiction de comportement futur. Et donc ça, pour des raisons commerciales, on n'a plus d'anonymat aujourd'hui en ligne, et puis aussi pour des politiques de sécurité, notamment lutte contre le terrorisme et blanchiment d'argent. Donc, pour rentrer tout de suite dans le cœur du sujet, parce que 20 minutes, une demi-heure, c'est court, l'identité décentralisée, elle se comprend déjà à l'aune de l'identité centralisée, qui est le paradigme dans lequel on vit aujourd'hui. L'identité centralisée, on baigne tous dedans depuis qu'on utilise Internet et ses services, notamment le web ou le mail. Donc, je vais confier mes informations personnelles, mon nom, mon prénom, mon mail, ma pièce d'identité, ma feuille d'impôt sur le revenu, à chaque fois que je vais vouloir interagir avec un service, alors qu'il soit public ou privé d'ailleurs. Et au fur et à mesure de mes interactions avec ces services, je vais disséminer mes informations personnelles en autant de services avec lesquels j'interagis. C'est le modèle actuel dans lequel on vit. Et d'ailleurs, on ne voit pas trop de modèles alternatifs. Le problème de ce modèle de l'identité décentralisée, il est double. C'est qu'à force de disséminer mes informations auprès de différents tiers centralisateurs, il suffit qu'il y en ait un qui se fasse hacker pour perdre ces données personnelles, en tout cas se les faire voler. Et là, tout le monde est touché, hein, les géants du web, de petits hôpitaux de campagne, des PME, etc. Le deuxième modèle de l'identité centralisée, qui est presque pire, c'est l'identité dite fédérée, qu'on utilise tous plus ou moins. C'est plutôt que de me connecter sur un service en rentrant un login, un mot de passe, un mail, etc., je vais utiliser le système d'identité entre guillemets d'un tiers, type Google, Facebook ou Twitter, pour pouvoir ensuite m'identifier auprès de ce service tiers. Donc, à nouveau, je vais centraliser, faire en sorte que mes données soient centralisées auprès du service avec lequel j'interagis. Et en plus, je donne toutes ces informations à Google, Facebook ou Twitter. Et puis, depuis quelques années, est en train d'émerger un nouveau modèle, celui de l'identité décentralisée, dont le fonctionnement s'ancre dans ces classes de technologies de blockchain, alors des blockchains publiques. Et le paradigme de l'identité décentralisée, c'est de retourner complètement, d'inverser littéralement le modèle actuel, qui est fondé donc sur l'authentification et le contrôle d'accès géré par une organisation tierce, vers un autre modèle qui est fondé sur la vérifiabilité d'attestation qui serait contrôlée par une personne. Donc, il s'agit de passer d'un modèle centralisé, où on crée un identifiant, un mot de passe, etc., à un modèle décentralisé où on resterait maître de ces informations personnelles et dont on donnerait accès, sous différents formats, on va voir, auprès du service auquel on veut s'identifier. Donc, ça littéralement inverse le modèle actuel. Ça permet à une personne de fournir une preuve de son identité ou d'une facette de son identité, son âge, n'importe quelle information qui touche à son identité, pour autoriser ce tiers à vérifier que ce que cette personne raconte est vrai. Donc, pour donner un schéma général de l'identité décentralisée, on parle souvent de cette métaphore du triangle de confiance qui fait interagir trois entités. Je vais pouvoir l'illustrer avec un
un cas d'usage ou un cas pratique, on est dans une université, on pourra parler de diplôme, pour que ce soit parlant auprès de tout le monde. C'est un sujet qui est assez complexe et avec un cas d'usage, ce serait quand même plus simple à comprendre. Donc, ces trois entités, déjà, la première, c'est vous, qui êtes le détenteur, le holder d'un portefeuille, un portefeuille numérique. Alors, ça fait un peu penser au portefeuille de crypto-monnaie. Sauf qu'au lieu d'avoir des tokens, des crypto-monnaies dans ce portefeuille, vous avez des attestations vérifiables, donc les verifiable credentials, qui vont vous être émises par un émetteur. La deuxième entité, donc vous avez la possession de ce portefeuille d'identité numérique. Probablement d'ailleurs à terme que les portefeuilles vont pouvoir fusionner à la fois la gestion de crypto-monnaies, de tokens et d'identité. Je crois que Ledger est en train de travailler sur ce sujet depuis quelques temps. Donc ça, première entité, vous. La deuxième entité, c'est un émetteur ou un issueur qui va émettre un identifiant décentralisé, enfin qui, à partir d'un identifiant décentralisé, va pouvoir signer des attestations dont vous serez après le détenteur dans ce fameux portefeuille. Et la troisième entité qui interagit avec vous, c'est un vérificateur à qui vous allez présenter ces attestations vérifiables et plutôt que de lui envoyer des informations personnelles, lui va vérifier que ces informations, qui sont signées cryptographiquement, correspondent bien à ce que vous dites. Alors, on va essayer de prendre un exemple pour comprendre plus en détail comment ça fonctionne. Donc, je vous ai dit, le détenteur d'un portefeuille d'identité, ça peut être un étudiant, une personne, un employé qui va conserver des identifiants décentralisés dans son portefeuille. On n'aura pas un seul identifiant décentralisé, on en aura plein. Un petit peu comme autant de logins et de passes qu'on a aujourd'hui sur les systèmes d'identité centralisés. L'émetteur, celui qui va émettre des attestations vérifiables, c'est une entité, une entreprise, une ONG, un gouvernement, une université, un club de pétanque, n'importe qui va émettre une attestation vérifiable et qui va certifier certains champs de cette identité, le nom, l'âge, le pays de naissance, les avoirs bancaires, l'adhésion au fameux club de pétanque. Et tous ces champs ne vont pas être, encore une fois, nécessairement affectés à un seul identifiant décentralisé. Et vous allez probablement voir plusieurs identifiants décentralisés qu'on appelle DID. Sur la base de cet identifiant décentralisé, vous allez pouvoir ensuite produire un justificatif qui est l'énoncé d'un fait portant sur un ou plusieurs champs de cet identifiant décentralisé. Par exemple, vous allez pouvoir justifier de votre majorité sans révéler votre âge, en présentant l'attestation vérifiable comme quoi vous êtes âgé de plus de 18 ans. Sur un identifiant décentralisé rattaché à une banque, vous allez pouvoir prouver votre solvabilité sans avoir à révéler ni votre nom, ni le montant de votre compte en banque, ni transmettre aucune information personnelle. Comment c'est possible? C'est possible notamment à des techniques qui sont dites de preuve à divulgation nulle de connaissances, le Zero Knowledge Proof, qui est un concept ancien en informatique, hein, qui date des années 85-90, et qui permet de présenter des preuves de fait portant sur des données personnelles, sans pour autant révéler ces données personnelles. Et puis après, la troisième entité, le vérificateur, ça peut être une entité comme un employeur, comme les forces de l'ordre, comme un service qui va recevoir de votre part cette attestation vérifiable et qui va ensuite la vérifier dans ce registre public, cette blockchain publique, pour vérifier que ce que vous racontez est effectivement vrai. Prenons l'exemple d'un diplôme parce qu'il est parlant pour tout le monde. Vous êtes dans une université,
à la fin de l'année, l'université va pouvoir va pouvoir émettre votre diplôme. Alors aujourd'hui, on envoie un document électronique, puis aussi un document papier, qui est un peu une tannée si jamais on se met à le perdre. Et demain, probablement que vous aurez un identifiant, un portefeuille d'identité numérique sur lequel votre université va signer votre diplôme, comme quoi vous avez bien été diplômé de cette université, va vous envoyer l'attestation vérifiable qui correspond au fait que vous avez été diplômé de cette université. Et quand vous allez interagir avec une entreprise pour postuler, au sein de cette entreprise, plutôt que d'envoyer votre diplôme papier ou électronique, vous allez lui présenter cette attestation vérifiable qui va lui permettre de vérifier de manière cryptographique dans cette blockchain publique que c'est bien vous, que vous avez bien été diplômé de la bonne université et que le diplôme correspond bien à un diplôme émis cette année-là avec votre identité. Donc cet exemple très simple montre qu'il n'y a plus de transmission d'informations, de données de votre part vers le tiers, qui là serait un employeur. Et ça augure un changement de paradigme assez radical dans la manière dont sont échangées des informations personnelles ou dont sont vérifiées des informations personnelles aujourd'hui. Et je ne vous l'ai pas dit, et si on a commencé à 30, j'ai encore quelques minutes, ce paradigme de l'identité décentralisée, ce n'est pas un nouveau logiciel, ce n'est pas entre l'intelligence artificielle et je ne sais pas quel autre software. Ce sont des normes qui sont publiques, ouvertes, et qui sont gérées et écrites par le W3C, donc l'organisme de normalisation mondiale des standards du web. Et c'est fondamental de comprendre ça, parce que finalement, à partir du moment où on bascule dans un paradigme d'identité décentralisée, qu'on soit dans un pays de l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, indépendamment du type de wallet utilisé et du type de blockchain public utilisé, si jamais vous respectez ces standards, eh bien à ce moment-là, n'importe qui pourrait vérifier ces attestations vérifiables que vous allez pouvoir lui présenter. Donc, ces standards de l'identité décentralisée, elles correspondent à des normes open source, publiques, qui sont encore en cours d'élaboration, qui ont été évoquées pour la première fois en 2012, qui ont été conçues par le groupe de travail de W3C en 2015, qui ont été publiées en 2018 et 2021. Donc, c'est une technologie qui est quand même relativement mature, ça fait maintenant 10 ans que ça existe. Et elles se développent, enfin ces normes sont en train de se développer à côté du paradigme actuel de l'identité centralisée. Et c'est un peu comme les standards du web, donc quiconque veut basculer sur ce paradigme le peut à partir du moment où effectivement il respecte ces normes du W3C qui sont publiques, vous pouvez aller les consulter en ligne. Et alors, ce paradigme d'identité décentralisée, vous imaginez, embête un petit peu ceux qui ont fondé leur modèle sur ce paradigme d'identité centralisée. C'est assez compliqué de suivre de très près les votes au sein du W3C qui ne sont pas publics sur l'acceptation et la normalisation de ces standards. On sait que, il y a des commentaires publics qui sont venus d'une personne en charge des standards web au sein de la Mozilla Corporation fin 2021, qui montrent effectivement que certains géants du web, pour ne pas les nommer, sont plutôt contre valider ces normes mondiales, parce que clairement, ça met à mal leur modèle d'affaires. Et
Donc c'est plutôt pour moi une bonne chose que d'avoir une résistance de la part de ceux qui sont en train de déployer, enfin qui ont construit leur modèle d'affaires sur l'exploitation des données personnelles à l'insu des gens. Ça prouve a priori qu'on va plutôt dans le bon sens. Et peut-être dernière remarque avant d'entamer les conversations, c'est que ce paradigme d'identité décentralisée, il fait l'objet d'un certain nombre de cas d'usage partout dans le monde, et notamment dans les pays de l'hémisphère sud, qui, je vous rappelle, je disais au début, les Nations Unies parlent de personnes invisibles, ceux qui ne sont pas capables de prouver leur identité. Je crois qu'il y a un enfant sur deux qui n'est pas enregistré à la naissance encore aujourd'hui en Afrique subsaharienne. La principale raison à l'impossibilité de ces institutions et de ces États de pouvoir fournir une identité à ses ressortissants, c'est que les moyens à mettre en œuvre pour déployer un système d'identité centralisé sont sans commune mesure bien plus élevés que le déploiement d'un paradigme d'identité décentralisée. Et donc, il y a beaucoup de pays qui sont en train de s'y intéresser. Je pense à l'Éthiopie, je pense au Zimbabwe. Il y a des expérimentations là très récemment au Brésil, même si l'infrastructure technique n'est pas idéale, puisque c'est une blockchain privée sur laquelle va reposer ce système d'identité. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un certain nombre d'expérimentations qui sont en train d'être faites, indépendamment du pays dans le monde, pour résoudre ces problématiques d'identité. Et encore une fois, à partir du moment où on respecte ces normes du W3C, eh ben, on serait capable de pouvoir assurer une interopérabilité entre ces différents systèmes d'identité à l'échelle planétaire. Voilà ce que je voulais vous dire en peu de temps sur ce paradigme d'identité décentralisée. L'idée, si j'ai bien compris, c'est de pouvoir poursuivre les échanges de manière informelle avec des questions et des réponses, des interventions de votre part. Je ne sais pas s'il y a des spécialistes du sujet parmi les gens qui nous écoutent. Ce sera avec grand plaisir. Alors, je vais ouvrir mon chat. Alors, merci beaucoup. Alors, vu que je connais ta passion pour le sujet, merci d'avoir respecté le timing. Parce que je me suis fortement brillé. Alors, pour lancer la discussion, moi j'ai une question, parce que quand j'abordais ce sujet en cours il y a quelques temps, alors rapidement, parce que je ne suis pas un spécialiste de ça, un étudiant a posé la question est-ce qu'on ne transfère pas le besoin de confiance à l'émetteur du certificat? C'est-à-dire que dans le cas français, on va dire, parce qu'on va parler un peu, imaginons c'est la Poste, bon, c'est peut-être pas l'exemple, mais imaginons. Bon. Mais dans le cas, tu parlais de l'Éthiopie, du Zimbabwe, comment, puisque ce sont des pays où justement il y a des problèmes d'émergence d'organismes capables de créer une identité de manière non corrompue et efficace, comment tu garantis que l'émetteur est lui-même efficace? C'est là où en fait, on va pouvoir, sur ce paradigme, ça fait interagir de toute façon trois entités. On a l'impression un petit peu, quand on parle de blockchain et d'horizontalité, que subitement, il n'y a plus besoin de tiers de confiance, c'est génial, on est tous sur un même piédestal et tout est horizontal. Or, ce n'est pas vrai, effectivement. Dans le cadre d'un État et d'une puissance publique, il est nécessaire d'avoir des entités qui vont pouvoir être ces fameux émetteurs d'attestations vérifiables. Et c'est pour ça, bon, c'est un petit clin d'œil, que je parlais d'un service public qui peut émettre une identité dite régalienne, donc un nom, prénom et nationalité. Mais je parlais aussi du club de pétanque. Finalement, si jamais le club de pétanque ou l'État utilise les mêmes normes et les mêmes standards, bah, ce sera la même chose d'un point de vue technique. Et quand un vérificateur va vouloir vérifier une attestation vérifiable d'une personne, bah, peut-être si c'est pour vérifier l'identité, va s'appuyer sur cet émetteur qui est l'État, si jamais il s'agit de valider une nationalité, par exemple, plutôt que l'identité du club de pétanque. Mais
c'est pour ça que je disais tout à l'heure on va avoir une multitude d'identifiants décentralisés au sein d'un portefeuille numérique d'identité. Et c'est nous qui allons choisir, suivant la personne qui est en face de nous, le vérificateur qui est en face de nous, quelle facette, enfin, quel DID et quelle facette d'identité on veut prouver. Et je pense qu'en soi, effectivement, enfin, c'est pas je pense, mais il est documenté que d'un point de vue financier, le déploiement de ce type de paradigme est infiniment moins cher à déployer pour un État et pour une puissance publique à partir du moment où il bascule sur ce paradigme d'identité décentralisée, et essentiellement pour des raisons de sécurité, de gestion de bases de données centralisées qui doivent évidemment pas se faire hacker par quiconque. Ça permet de résoudre des problématiques de corruption assez colossales, pas que dans l'hémisphère sud, absolument partout. Et dans le cadre de ce paradigme, on a besoin d'émetteurs qui vont pouvoir nous envoyer ou signer des attestations vérifiables, et que ce soit un État, que ce soit des universités, que ce soit des services publics ou des services commerciaux, privés ou de la vie locale à n'importe quelle échelle. Alors, je vois une question. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à ta question. Oui, si, c'est parfait. Ce système permet-il réellement une forme d'anonymisation ou s'agit-il plutôt d'une pseudonymisation restant exposée à un recroisement des données? Alors, il y a une problématique très complexe pour quelqu'un qui fait du profilage sur l'identité décentralisée. C'est que dans le cadre de ces échanges d'informations liés à ces attestations vérifiables, il est plus possible de pouvoir centraliser et rattacher des attestations vérifiables à une seule personne. D'autant plus que, encore une fois, il n'y a pas un pot de miel, comme on appelle ça dans le jargon informatique, c'est une base de données centralisée qui va concentrer tous les efforts de ceux qui veulent atteindre et hacker ces données. Mais la signature des attestations vérifiables par l'émetteur et ensuite ces attestations vérifiables qui sont dans un portefeuille d'identité numérique, le système repose sur les qualités intrinsèques d'une blockchain et donc décentralisé. Donc, d'un point de vue de la sécurité, c'est absolument rien à voir. Ensuite, c'est un système d'identité. Un système d'identité, il faut nécessairement, à un moment ou à un autre, qu'on puisse être identifié. Enfin, c'est tout l'objet de pouvoir s'authentifier auprès d'un tiers qui va vérifier qu'on est bien, qui va vérifier qu'on est bien la bonne personne que l'on dit être. Pas nécessairement avec notre nom ou notre prénom. On prend souvent l'exemple de la carte d'identité qu'on doit présenter ou du passeport qu'on doit présenter quand on a plus ou moins de 18 ans pour entrer dans un bar. Quand on présente une attestation vérifiable qui va sur une seule facette de notre identité, qui est notre date de naissance, pour pouvoir calculer un âge et pour savoir si oui ou non on a plus de 18 ans, effectivement, on devient totalement anonyme par rapport à la personne à qui on pourra présenter cette attestation vérifiable qui va juste vérifier qu'on a bien plus de 18 ans. Mais il n'y aura plus la présentation d'une pièce d'identité avec son nom, sa date de naissance exacte, parfois son adresse, etc. Donc ça dépend aussi toujours du contexte dans lequel on utilise et son identité. Et dans certains cas, il est tout à fait possible que ce soit absolument totalement anonyme. Peut-être un mot. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de WorldCoin. Je n'ai pas encore creusé très profondément le sujet de Sam Altman et des orbes
qui permettent à des personnes de pouvoir bénéficier d'une identité. Alors, on ne sait pas très bien si elle est décentralisée. Sam Altman, fondateur de OpenAI, qui est en train de se déployer partout dans le monde avec une idée de revenu universel derrière. C'est pas trop bien non plus ce à quoi ça va correspondre. Et qui, pour embarquer des utilisateurs, des gens dans le système, est en train de déployer des orbes, qui sont une espèce de grosses boules sur lesquelles il y a un appareil photographique au milieu et qui permettent de récupérer un scan de l'iris d'une personne qui va ensuite, on ne sait pas extrêmement bien d'ailleurs ce qu'il en est de la récupération de ces informations personnelles, et qui permettrait d'offrir une identité numérique à n'importe qui dans le monde, avec un système de revenu universel. On ne sait pas très bien non plus comment ça marche. Et il doit y avoir aujourd'hui au moins 2,5 millions de personnes qui sont déjà enregistrées dans le système. Il y a eu un orbe en France, à Paris, qui a été déployé cet été, je crois, avec des personnes qui venaient se faire enregistrer dans ce système. La promesse de la raison et la manière dont ces personnes sont en train d'embarquer dans ce système de WorldCoin d'OpenAI, enfin, c'est pas OpenAI, hein, c'est WorldCoin, c'est qu'à chaque fois qu'on rentre dans le système, on va récupérer 25 WorldCoin, qui sont le token associé à ce projet. Donc, c'est plutôt l'appât du gain. On ne sait pas très bien combien, d'ailleurs, ça coûte. Enfin, si, c'est déjà listé sur quelques plateformes d'échange centralisés de crypto-monnaies. Et typiquement, alors, je ne sais pas s'il y a des spécialistes de WorldCoin là dans les gens qui nous écoutent. Alors oui, moi justement, monsieur, pour les 25 WorldCoin, en fait, on les reçoit que la première fois. Après, c'est des grants qui, toutes les semaines, en fait, en fonction du temps, vont décroître. Donc, au début, c'était 3, ensuite, c'était 2. Donc, les 25, on les reçoit qu'au début. C'est ça, c'est l'incentive pour pouvoir embarquer les gens. Et puis ensuite, alors, on parle de revenu universel, mais on ne sait pas très bien ce que ça veut dire un revenu universel. Et ensuite, effectivement, il y a des airdrops progressivement attachés à chacune de ces identités qui permettraient de recevoir de l'argent de la part de cette grosse machine. Il y en a certains qui l'ont fait parmi vous? Oui, moi, pour le coup, je l'ai fait en été, justement. D'accord. C'est super intéressant. Alors, pourquoi? C'était quoi l'idée derrière? Je trouvais ça sympa, l'idée de pouvoir avoir une identité décentralisée et ne pas avoir quelque chose qui est rattaché forcément à son nom. Puis j'avais bien aimé le concept, il me semble que c'est la preuve d'être une personne. Donc j'avais bien aimé le projet de pouvoir recevoir un revenu pour le fait d'être une personne. Et donc, ça a déjà commencé et vous recevez régulièrement des WorldCoin dans un portefeuille, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, ils ont un portefeuille décentralisé rattaché à l'application WorldCoin. Et toutes les 2 semaines, en fait, on reçoit ce qu'on appelle des grants. Donc là, ça s'élève à un montant de 2 ou 3 WorldCoin. Et Ok. puis voilà, il faut juste claim le grant. Mais chaque 2 semaines, c'est versé sur notre wallet. Super intéressant. Je serais ravi de pouvoir échanger peut-être après, ou on pourrait échanger nos coordonnées pour parler de ce sujet, ça m'intéresse. Bien sûr, il n'y a pas de souci, monsieur. Sur ces systèmes. Je vois une autre question. L'État français travaille-t-il sur le sujet de l'identité décentralisée, notamment pour les sujets de protection des mineurs sur Internet? Alors oui, c'est un grand sujet, effectivement, cette idée de protéger les mineurs, notamment sur les contenus pornographiques. La France n'est pas
extrêmement moteur sur ces sujets de l'identité décentralisée. Et en revanche, le parallèle est intéressant. L'Europe l'est bien plus. L'Europe est en train de déployer un certain nombre de moyens, notamment à travers l'EPSI, l'European Blockchain Service Infrastructure, pour déployer ce paradigme de l'identité décentralisée à l'échelle européenne et faire en sorte que chaque citoyen puisse disposer d'un portefeuille d'identité numérique sur lequel on va pouvoir recevoir dans chacun de ces pays, dans chacun des pays de ses ressortissants, des attestations vérifiables. Alors pourquoi l'Europe est plutôt impliquée sur ces sujets? C'est que le rêve de l'Europe, c'est de pouvoir permettre une mobilité de ses ressortissants à l'intérieur de ses frontières, en essayant de s'appuyer sur ce paradigme d'identité décentralisée qui permettrait pas seulement de s'appuyer sur la nationalité des gens qui y circulent, mais également toutes les informations, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine des diplômes, qui pourraient être rattachés à une personne, ce qui permettrait à un Français qui se balade en Espagne, si jamais il lui arrive quelque chose, il peut rentrer dans un hôpital et en présentant des attestations vérifiables, faire en sorte que le système présenter des attestations vérifiables qui prouvent effectivement qu'il est inscrit à la sécurité sociale française et avec des mécanismes après qui permettent de faire alors soit de l'échange de données ou soit en tout cas du partage d'informations d'une manière beaucoup plus simple que ça l'est aujourd'hui. Donc le règlement eIDAS, qui est le cadre et la normalisation technique à l'échelle européenne sur l'identité est en train de, et d'ailleurs aujourd'hui déjà conforme avec ces normes du W3C sur l'identité numérique, c'est plutôt l'inverse. Les normes du W3C sont conformes avec eIDAS. Donc l'Europe est en train d'avancer sur ces sujets. Je ne sais pas qui va en parler en France, qui va s'emparer de ce sujet, mais il est possible qu'à un moment ou à un autre, de par cette impulsion européenne, y compris en France, on soit amené à pouvoir télécharger un portefeuille d'identité décentralisé sur lequel on pourrait avoir des attestations vérifiables qui correspondraient à un certain nombre de choses, notamment l'identité régalienne. C'est en cours, et je ne vois pas encore qui s'en occupe en France. Dans le domaine de la certification de diplôme, je ne peux que citer Perrine de Couette-Legon, qui travaille à l'Université de Lille et qui travaille dans le réseau Open Education, qui est en avance sur ces sujets et qui fait en sorte de faire basculer l'université sur la délivrance d'attestations vérifiables qui correspondent à des diplômes, qui permettent ensuite une mobilité pour les anciens étudiants ou en tout cas diplômés, de pouvoir basculer sur ce paradigme d'identité décentralisée dans le cadre de la certification de diplôme. Donc il y a des choses qui se font. En France, il y a un certain nombre de startups qui se sont positionnés sur le sujet. Je pense alors dans le domaine de l'éducation et de l'emploi, avec cette transverse diplôme, il y en a quelques-unes. BC Diploma, Prosoon. Sur le domaine de l'identité décentralisée, on peut penser à MyDID, on peut penser à Synapse. Puis après, il y a sur un usage très concret de cette identité décentralisée, par exemple, on peut penser à Synapse qui fait un KYC une fois pour une personne, et puis ensuite qui peut lui émettre une attestation vérifiable dans un portefeuille qui permettrait à cette personne de pouvoir s'inscrire ou s'identifier sur des services sans à refaire ce KYC parce que le vérificateur a confiance
dans le système et peut onboarder ces gens sans avoir à refaire un KYC, qui est des sujets très pratiques qui sont en train de se passer en France, mais je n'ai pas l'impression à l'échelle de l'État français. Et je suis très curieux de savoir comment ils vont résoudre ou proposer cette problématique, être force de proposition sur la protection des mineurs sur Internet. On entend beaucoup de bêtises à l'Assemblée nationale sur ces sujets. Je pense qu'on attend tous la réponse de l'État sur ces sujets. Alors, je lis. Les géants du numérique sont contre l'identité décentralisée. En quoi cela montre que nous allons dans le bon sens? Justement, savoir que ces géants, avec tous les moyens de pression dont ils disposent, refusent le concept d'identité décentralisée, ne met pas en péril l'idée de voir un jour une identité décentralisée déployée à grande échelle. Si jamais, effectivement, on présente un paradigme qui consiste à dire on va protéger les données personnelles des gens, c'est plus les gens qui vont envoyer leurs données personnelles vers des tiers, mais des personnes qui vont en être détentrices et qui vont autoriser des tiers pour vérifier des informations qui pourront plus faire du profilage de l'autre côté. Donc, je vous dis encore littéralement inverser le modèle actuel de l'identité et de l'authentification. Si jamais effectivement c'était quelque chose qui allait dans le mauvais sens, pourquoi des géants du web qui ont fondé leur modèle d'affaires sur l'exploitation de ces données personnelles seraient contre ce paradigme d'identité décentralisée? Est-ce que j'ai bien compris la question? En quoi cela montre que nous allons dans le bon sens? C'est une résistance de géants du web sur un modèle qui va à l'encontre de leur raison d'être, presque. La question d'Yanis aussi, ça m'avait été posée. En fait, il y a de sa part, c'est de dire aujourd'hui dans notre société contemporaine, quand vous avez Google, Facebook et Twitter qui sont contre une idée, ça va être compliqué d'imposer cette idée. Enfin, comment cette idée peut s'installer dans un univers où les géants du web sont contre, et on l'a vu, très puissants, où certains États très centralisateurs sont aussi inquiets à l'idée de perdre un peu de souveraineté. Donc, comment tu vois dans les années à venir le passage à de l'identité décentralisée? Effectivement, ça va être lent, long, et je pense que, en plus, c'est une facette, l'identité. Ça va dépendre aussi des services qu'on va utiliser de l'autre côté, parce que finalement, c'est la première étape avant de pouvoir utiliser des services, encore une fois, publics ou privés. Il est évident qu'on ne va pas basculer du jour au lendemain d'un paradigme à l'autre. Encore une fois, comme ce sont des normes et des standards publics, quiconque veut s'en emparer peut commencer à déployer ce système auprès de ses clients ou de ses utilisateurs ou de ses usagers tout seul de son côté. Et ça va plutôt être, pour l'instant, s'il n'y a pas d'impulsion qui part du haut, du bottom-up, comme on dit. Et après, c'est aussi, je pense, la sensibilité de chacun sur l'usage de nos données personnelles. Et alors aujourd'hui, on a du mal, puisqu'on baigne dans cet univers d'identité, dans ce paradigme d'identité centralisée, on ne voit pas très bien concrètement l'alternative, la moindre alternative. Mais pour vous donner un exemple très pratique, puisqu'on dit souvent que c'est l'UX ou l'expérience utilisateur qui va faire beaucoup de choses. Si vous avez sur un navigateur un plugin avec un portefeuille d'identité et que vous interagissez avec un service qui l'a mis en œuvre aussi de son côté,
vous n'avez plus de login et de mot de passe à rentrer pour pouvoir accéder à un site, par exemple, média d'information sur lequel vous êtes déjà client. En termes d'utilisabilité et d'expérience utilisateur, c'est assez fabuleux. On n'a plus à passer par la case login, mot de passe oublié, on change de navigateur, bah, ça ne marche plus. On utilise un navigateur comme Brave qui supprime les cookies à chaque fois, il faut se réenregistrer à chaque fois. Donc, il pourrait y avoir un certain nombre de cas d'usage pratiques, concrets, qui permettraient de montrer également la facilité d'utilisation de ce type de système, qui sera vraisemblablement l'une des raisons pour lesquelles on serait amené à plus basculer vers ce type de paradigme. Et après, c'est toujours ceux qui se sont qui sont victimes de vol de données, d'usurpation d'identité, qui sont les plus sensibles à ces problématiques. Les scandales s'égrènent comme des perles qu'on enfile sur un collier. Ça n'a pas l'air non plus de choquer outre mesure tout le monde. À partir du moment où ça nous touche, là, on est déjà beaucoup plus sensible. Et puis, il y a aussi cette idée qui a fortement été d'ailleurs poussée par des entités qui ne comprennent pas nécessairement les problématiques de privacy, de liberté individuelle, de se dire que finalement, a priori, c'est comme ça que ça fonctionne. La récupération de ces données, la récupération systématique de ces données personnelles, ça fait partie du jeu et que finalement, bah, on n'a pas grand-chose à cacher, on n'a rien à se reprocher, donc c'est pas très grave. Et alors qu'en fait, au fur et à mesure qu'on dissémine toutes ces informations personnelles auprès de tiers, et ben de l'autre côté, il y a des personnes qui sont, ou des entités qui ne sont pas toujours très bien intentionnées et qui pourraient vous exclure de prestations parce qu'on a identifié que vous avez telle ou telle maladie, sans bien évidemment que vous ayez fait la moindre démarche pour le publier, ou en tout cas en faire mention publique. Et donc, on a le profilage systématique des gens pour leur adresser des services dès qu'on touche à des problèmes, à des sujets un peu plus sensibles. Je pense notamment au domaine de la santé. Là, on est tout de suite plus sensible à ces problématiques parce qu'il y a des répercussions très concrètes sur les services qu'on utilise, les contrats qu'on peut souscrire. Et ça va être lent. C'est effectivement... ça fait 10 ans que ça existe, c'est énorme. C'est en train de progressivement sortir du W3C pour être utilisé par des entreprises. Ça va nécessairement, vraisemblablement, passer par des cas d'usage et par des entreprises qui vont pouvoir se les approprier pour offrir également des expériences d'usage auprès de leurs utilisateurs, de leurs clients, qui seraient bien plus respectueux de la vie privée et qui va peut-être être une marque de fabrique pour certaines entreprises qui seraient sensibles à ces sujets, et arrêter de se dire que c'est parce que on veut pousser une publicité la plus personnalisée possible que ça vaut le coup d'aller aspirer les données personnelles de tout le monde dans cet objectif. Merci beaucoup. Je me permets de rebondir. Demain, dans le Master 224, il y a un intervenant qui va parler cybersécurité. Ça va être la première fois que je mets ça dans le Master Finance. Et je me rends compte de deux choses. C'est d'abord que c'est en train d'exploser, ça ne date pas d'hier, hein, on est d'accord. Et surtout qu'il y a une méconnaissance des dangers de ce que peut représenter la cybersécurité. Est-ce que tu ne penses pas que plus les gens, ce que tu disais un peu, c'est-à-dire plus les gens vont se faire voler des données, usurper leur identité, etc., plus à un moment, l'idée de se dire qu'on a balancé des PDF avec des informations ultra confidentielles sur des serveurs pas très bien protégés, est-ce que ça ne va pas peut-être éventuellement accélérer le passage, accélérer la transition? Bah, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que d'un point de vue théorique, oui, mais c'est déjà tellement le cas depuis tellement longtemps qu'on s'est tous fait pirater nos données
qu'on ait 20 ans ou 25 ans de vie numérique ou 10 ans ou 5 ans. On s'est déjà tous fait pirater nos données, c'est sûr et certain. Alors après, peut-être qu'on est moins impacté singulièrement chacun, parce que quand on se fait usurper son identité, créer une fausse identité, ça, je pense qu'on s'en souvient, et après, on est un peu plus sensible à la protection des données personnelles, à la protection des libertés publiques. C'est triste, en tout cas, de se dire qu'il faut être victime pour pouvoir être sensible à ces sujets, et que j'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas effectivement comment ça va basculer progressivement vers ce nouveau paradigme, mais j'ai l'impression que, en tout cas, ça va dans le bon sens. Et ça fait longtemps, en plus, que même dans le milieu de la recherche, on parle d'identité en marque blanche, on parle de ces problématiques de vie privée depuis très longtemps, mais il n'y avait pas l'infrastructure technique et le paradigme technique qui permettaient de les mettre en œuvre. Et depuis l'avènement et le déploiement de blockchain public, pour la première fois, on est capable de pousser ces concepts théoriques et de les mettre en pratique, y compris d'un point de vue technique, avec des normes, encore une fois, qui maintenant commencent à être de plus en plus matures. Ça fait, ça fait 12 ans, 13 ans que c'est en train d'être imaginé et puis progressivement déployé. D'accord, merci. Une dernière question avant de libérer tout le monde, de libérer Jacques-André et de reprendre nos... Alors, si le sujet vous intéresse, je pense que ça vaut le coup, je me permets, Hervé. L'association Blockchain for Good, on écrit des rapports d'analyse qui sont découpés en cahiers, puisque les rapports le rapport intégral est un peu long. Et notamment, on a traité ce sujet de l'identité numérique, on l'a même associé au thème de la propriété foncière. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur ce site et télécharger le cahier correspondant à cette thématique, qui doit faire, je ne sais pas, une 50aine de pages, et sur lequel on présente l'intégralité des problématiques, enfin, quelles sont les promesses, quels sont des cas d'usage très concrets, et ce à quoi ça correspond dans la vraie vie. Et puis après, on parle aussi d'expérimentations qui ont été faites, notamment dans des pays du Sud, pour montrer à quel point ce n'est pas juste théorique, ce paradigme d'identité décentralisée. Et si ce sujet vous intéresse, ça vaut le coup, je pense que vous y jetiez un œil. Voilà, c'était pour la petite. Et alors, on ne demande même pas un mail pour pouvoir télécharger nos rapports, hein. Vous cliquez dessus, vous téléchargez. C'est pas l'hôpital qui se fout de la charité. Alors, merci de le faire. Je m'étais promis, je m'étais mis une petite feuille où je m'étais dit il faut surtout que je fasse la promotion de Blockchain for Good et des documents que j'ai lu. Je n'ai pas encore tout lu parce que c'est d'une densité impressionnante, d'une richesse d'informations complètement délirante. Donc oui, allez-y, téléchargez, évidemment, bien sûr, oui, téléchargez ces rapports. Effectivement, téléchargez peut-être un par un, petit à petit, parce que sinon, là, en un seul bloc, moi je l'ai en un seul bloc, la masse est assez impressionnante. Mais oui, allez-y, c'est une source fabuleuse d'informations. Et alors, on est un collectif de chercheurs. L'idée de l'association, c'est de faire un pont entre l'écosystème du blockchain et les gens, au sens large du thème, sensibles au développement durable, le développement durable étant notre grille de lecture. Et donc, on a organisé ces rapports d'analyse en 12 grandes thématiques pour que ce soit parlant à tout le monde. Et on fait de la vulgarisation. Autrement dit, on explique clairement avec des mots simples, il n'y a pas de bullshit words. C'est cette intersection entre blockchain et identité, santé, transport et logistique, communication, éducation et emploi, etc. Il y en a 12. Et suivant, encore une fois, vos sujets de prédilection à
à chacun, vous pouvez vous plonger dans ces rapports. Et c'est une écriture collaborative dans le sens où on est allé chercher pour chacune de ces thématiques des experts multidisciplinaires, que ce soit des ingénieurs, des sociologues, des économistes ou même des juristes, pour avoir un niveau de relecture suffisant pour être sûr de ne pas écrire de bêtises d'une part, et puis pour faire en sorte qu'effectivement on puisse essayer de rentrer sur ces sujets assez complexes, mais avec le bénéfice d'une écriture assez fluide. Et si ça vous intéresse, donc je vous invite à aller regarder ça en ligne. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette information. Écoutez, je vous propose qu'on arrête là ces échanges, cette présentation, cette matinale, qu'on clôture cette matinale consacrée à la blockchain et l'identité décentralisée. Merci beaucoup, Jacques-André, de cette présentation, de la clarté et des réponses aux différentes questions. Et merci beaucoup aux intervenants, aux gens qui posaient des questions, et à ceux qui sont venus assister. J'espère qu'on a appris des trucs et qui repartiront avec pas mal d'informations. Voilà, bah merci Hervé, merci à la Chaire FinTech et à vous tous de m'avoir écouté sur ces sujets ô combien passionnants. Voilà. Merci à vous, monsieur. Et puis, je vous laisse mes coordonnées sur la conversation pour que vous puissiez me contacter si vous voulez qu'on parle de... Ah bah j'allais envoyer un mail, bah écoutez, faites-le. Voilà. Quand vous voulez. Et alors, avant de fermer mon navigateur, parce que je suis sur un navigateur, je les récupère. Hop là. Je vous ai laissé mon adresse mail, c'est mon adresse mail Dauphine. Ok. Copier l'adresse email. Je l'ai, je vous envoie un mail tout de suite. Et comme ça, on pourra échanger. Génial. Merci à vous, monsieur. Merci. Bon courage, au revoir. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir tout le monde, bonne journée.